Les humains volent à nouveau autour de la Lune, même si les machines ont déjà fait la majeure partie du travail. Les sondes robotiques peuvent cartographier la surface, analyser le sol et transmettre des données sans risque pour la vie humaine. Elles n'ont pas besoin d'air, de nourriture ou de protection contre les radiations, et elles peuvent fonctionner pendant des années avec une intervention limitée. Elles peuvent survivre à des conditions qui endommageraient rapidement les équipages humains, et elles ne nécessitent pas de capacité de retour. Donc, la question est directe et inévitable. Si les machines sont plus efficaces, moins fragiles et nettement moins chères, pourquoi envoyer des gens? La réponse commence avec ce qui se passe réellement dans les missions actuelles, comme le programme Artemis de la NASA. Ces vols ne sont pas de simples répétitions d'Apollo, et ils ne sont pas uniquement axés sur l'atteinte de la Lune. Ce sont des tests au niveau du système où la propulsion, la navigation, la communication et le support vie doivent tous fonctionner ensemble dans des conditions de mission réelles. Chaque système doit rester stable non seulement par lui-même, mais aussi en interagissant avec tous les autres systèmes pendant le lancement, le transit, l'orbite et le retour. Cela transforme la mission en un test d'intégration complet plutôt qu'un vol à objectif unique. Une mission robotique peut tester des composants individuels, mais elle ne peut pas tester l'environnement humain complet. Dès qu'un humain est à bord, la pression doit être maintenue dans des limites strictes, l'oxygène doit être continuellement équilibré, la température doit rester stable dans tous les compartiments et les déchets doivent être traités sans interruption. De petites fluctuations qui seraient sans importance pour une machine peuvent rapidement devenir critiques pour un équipage. Cela déplace l'exigence d'ingénierie d'une fonctionnalité à court terme vers une stabilité continue pendant toute la durée de la mission. Veuillez vous abonner. Une mission habitée introduit des contraintes que les machines n'ont pas. L'air doit être recyclé à travers des systèmes en circuit fermé qui ne peuvent pas tomber en panne. L'eau doit être récupérée et réutilisée à plusieurs reprises. La chaleur doit être évacuée des environnements confinés où les personnes et l'électronique génèrent de l'énergie. L'exposition aux radiations doit être suivie et limitée dans le temps, surtout pendant les événements solaires. Chacun de ces systèmes ajoute de la complexité et, plus important encore, ils doivent fonctionner ensemble sans défaillance. La Lune devient le terrain d'essai en raison de sa position dans l'espace. Elle est suffisamment éloignée de la Terre pour introduire des délais de communication, la dynamique orbitale et l'exposition aux radiations de l'espace lointain. En même temps, elle est suffisamment proche pour qu'une mission puisse revenir en quelques jours en cas de défaillance majeure. Cet équilibre, en fait, le seul endroit où les conditions de mission complètes peuvent être testées sans s'engager dans un voyage beaucoup plus long et moins indulgent. Les machines peuvent explorer efficacement, mais elles sont limitées par le délai et la programmation. Par exemple, un rover sur Mars peut prendre plusieurs minutes pour recevoir des instructions depuis la Terre, ce qui signifie que chaque action doit être planifiée à l'avance. Si le terrain change, si un outil tombe en panne ou si une caractéristique inattendue apparaît, le système ne peut pas réagir immédiatement. Un humain sur place peut observer, décider et agir en quelques secondes, permettant un ajustement rapide et une exploration beaucoup plus flexible. Cela crée une division des rôles plutôt qu'une compétition. Les machines sont utilisées pour l'endurance, la précision et les opérations à haut risque où l'échec est acceptable. Elles peuvent fonctionner en continu, effectuer des tâches répétitives et pénétrer dans des environnements qui seraient dangereux pour les humains.
les humains sont utilisés pour le jugement, l'adaptation et l'intégration à travers les systèmes. Ils peuvent interpréter des conditions inattendues, réparer l'équipement et ajuster les objectifs de la mission en temps réel. Mais cette approche combinée introduit un facteur de coût majeur. Les missions habitées exigent une masse significative dédiée au système de survie. Chaque kilogramme lancé doit supporter la vie, y compris la nourriture, l'eau, l'oxygène, le blindage et la capacité de rentrer chez soi. Tout cela augmente à la fois le coût de lancement et la complexité globale du système. Une mission robotique peut être optimisée pour un seul objectif, ce qui aide à réduire la taille et les coûts tout en augmentant l'efficacité pour cette tâche spécifique. Cela fonctionne bien pour l'exploration ciblée, mais cela crée une limitation à long terme. Les missions robotiques sont généralement de portée limitée et de courte durée. Une fois qu'un système tombe en panne ou atteint son objectif, la mission se termine. Il y a peu de possibilités de réparer ou d'étendre le système, ce qui signifie que chaque nouvelle mission doit repartir de zéro. Cela ralentit le progrès global et augmente le coût cumulatif au fil du temps. Une présence humaine change toute cette structure en permettant au système de perdurer. L'équipement peut être réparé au lieu d'être abandonné. Les expériences peuvent être ajustées en fonction des résultats en temps réel plutôt que d'attendre une nouvelle mission. L'infrastructure peut être réutilisée et agrandie au lieu d'être remplacée. Avec le temps, l'exploration passe de tentatives isolées à des opérations continues qui s'appuient sur tous les travaux précédents. Les 5 prochaines années commenceront à montrer cette transition plus clairement. La NASA, avec des partenaires comme l'ESA et la JAXA, développe des systèmes tels que le vaisseau spatial Orion et la station Gateway en orbite lunaire. Ceux-ci ne sont pas conçus pour un usage unique. Ils sont destinés à prendre en charge des missions répétées, des séjours plus longs et des opérations plus complexes au fil du temps. En substance, ils jettent les bases d'une présence durable autour de la Lune. Au même moment, des entreprises privées interviennent pour développer des systèmes de transport à haute capacité. Ces systèmes peuvent transporter des charges utiles plus importantes à un coût bien moindre. L'objectif est d'augmenter la fréquence des lancements et de réduire le coût par kilogramme livré dans l'espace. Et quand le coût diminue, cela change toute la structure de l'exploration. Parce que cela signifie plus de missions, plus de tests et des délais plus courts entre les cycles de mission. À mesure que la fréquence des lancements s'accélère, l'exploration commence à ressembler moins à une série d'événements rares et plus à des opérations continues. Au lieu d'une seule mission travaillant isolément, vous avez plusieurs missions se déroulant simultanément, toutes soutenues par une infrastructure partagée. Les réseaux de communication, les systèmes d'alimentation et les véhicules de transport commencent à se relier, formant un système opérationnel connecté plutôt qu'un ensemble de projets séparés. Cette expansion introduit de nouveaux types de risques. Lorsque les systèmes deviennent interconnectés, une défaillance dans un domaine peut affecter plusieurs missions. Une perturbation de l'alimentation électrique, de la communication ou du transport peut se propager en cascade à toutes les opérations. C'est pourquoi les systèmes doivent être conçus pour la fiabilité et la tolérance aux pannes, en s'assurant qu'ils continuent à fonctionner même lorsque des pièces se dégradent ou tombent en panne. La planification des missions change également avec ce modèle. Un site d'atterrissage n'est plus seulement une destination. Il devient un lieu où l'équipement s'accumule, où les opérations se répètent et où les capacités augmentent à chaque mission. Des robots pourraient préparer les sites à l'avance en cartographiant le terrain
et en déployant l'équipement, tandis que les humains arriveraient plus tard pour étendre les opérations et adapter les systèmes en temps réel. Cette approche stratifiée permet à l'exploration de s'étendre. Les systèmes testés autour de la Lune peuvent être adaptés pour des missions vers Mars et au-delà, où la distance accroît l'importance de la fiabilité et de l'autonomie. La même structure s'applique, mais avec un accent encore plus marqué sur les systèmes capables de fonctionner indépendamment pendant de longues périodes sans soutien direct de la Terre. Ce qui change en termes pratiques, c'est la structure même de l'exploration. Au lieu d'envoyer une machine pour accomplir une tâche et mettre fin à la mission, les systèmes sont désormais conçus pour rester actifs, soutenir les futures missions et s'améliorer au fil du temps. Les humains étendent les capacités de ces systèmes grâce à la prise de décision et à l'adaptation, tandis que les machines assurent la stabilité, l'endurance et le fonctionnement continu. Il en résulte un passage de l'exploration comme une série de missions isolées à l'exploration comme une présence continue. L'accent n'est plus mis sur l'atteinte de destination, mais sur le maintien des opérations, l'expansion des infrastructures et l'augmentation des capacités au fil du temps. La Lune devient le premier endroit où ce modèle est testé dans des conditions réelles, servant de tremplin pour des opérations spatiales plus lointaines. Ce qui était limitant auparavant, c'était le modèle de mission unique, où chaque tentative se terminait et les progrès étaient remis à zéro. Ce qui change maintenant, c'est la continuité, où les systèmes restent actifs et s'appuient sur les travaux précédents. Cela permet un apprentissage plus rapide, des coûts à long terme réduits et une expansion constante des capacités au-delà de l'orbite terrestre, définissant comment le système solaire sera exploré dans un avenir proche. Merci de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.